Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Programme aujourd'hui, on va d'abord passer par notre focus, on part à la découverte et à la rencontre d'un professeur de physique-chimie qui lutte à sa manière contre l'homophobie et le harcèlement grâce à son compte TikTok sur lequel il prend la parole et il est suivi par plusieurs millions d'abonnés. Timothée Curado est notre influenceur du jour et on découvre son portrait dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour, on apprend à lire, à écrire, à compter à l'école, mais apprend-on vraiment à se connaître, à dire non, à faire face à ses émotions ou alors à prendre confiance. À l'école comme à la maison, les enfants ont besoin bien sûr d'outils pour grandir sereinement, développer leur esprit critique ou simplement mieux vivre avec eux-mêmes et avec les autres. Alors comment les aider à construire leur personnalité, à prendre leur place, à devenir des adultes libres, sûrs d'eux et épanouis? On en parle avec notre invitée parce qu'elle connaît ce sujet par cœur. Amélie Tchaban, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la fondatrice des Enfants Sages. Tout ça, vous le connaissez par cœur, je l'ai dit. On va en parler dans un instant, si vous voulez bien, juste après le focus. En assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte à sa façon contre l'homophobie et le harcèlement. Mais celui qui a plus d'1 million sur TikTok fait aussi beaucoup rire sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Dans ses vidéos d'ailleurs, il n'hésite pas à se moquer de ses élèves, très gentiment. Ces derniers en redemandent d'ailleurs. Voilà quelques exemples de ce portrait pas comme les autres avec Xavier Terrade. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique-chimie, j'ai les secondes, des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année à l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de TimTHC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là. Elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi? Ok. Vous êtes une bande de clochards, de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre, là? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle aussi, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon? C'est quoi ça? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non? Oh, attends, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui fais les groupes. Et t'as pas à les traiter de clochards, déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série Dans le manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur, un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue. Mais longue, mais longue. On me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il m'a pas du tout respecté. Pas du tout. Et là, il me regarde. Et il me dit pas. Bah ça va, monsieur, il vous a bien fallu 2 ans pour trouver un mec. Bien sûr, tout le monde s'est mis à rigoler. Et moi aussi. Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement.
Et voilà pour ce portrait signé Xavier Terrade. On passe maintenant à notre grand sujet du jour. On parle beaucoup dans cette émission notamment, mais aussi plus largement dans les médias et dans la société, de la réussite scolaire notamment, de compétences, de performances, mais on parle moins du savoir-être. Et pourtant, il est bien sûr tout aussi essentiel. C'est lui qui permet aux enfants de mieux comprendre leurs émotions, de s'exprimer avec justesse, de nouer des relations équilibrées, de prendre confiance ou encore de se défendre sans agresser. Alors comment cultiver justement chacune de ces compétences dès l'enfance? Quels outils aussi leur transmettre pour que les enfants ne deviennent pas seulement de bons élèves, mais aussi des citoyens éclairés? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Notre invitée, justement, Amélie Tchaban, je rappelle que vous êtes la fondatrice des Enfants Sages. Alors, vous êtes basée dans la partie ouest de Paris. Vous êtes à la fois maman, coach parental, animatrice formée à la philosophie pour enfants. Vous faites plein de choses et les enfants, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous a toujours passionné. On sent dans votre projet, on va en parler dans un instant, quelque chose de profondément personnel. Votre parcours, il est marqué par la pédagogie positive, notamment aussi le programme Savoir-être et Vivre ensemble, initié par Frédéric Lenoir. Et il y a quelque chose qui vous a poussé au départ à créer justement les Enfants Sages et à développer ces compétences qui, selon vous, sont absolument nécessaires pour les jeunes aujourd'hui. Racontez-nous cette histoire-là. Alors ça commence très simplement par une rencontre. Je suis devenue maman, donc c'était la rencontre avec mon premier enfant, puis mon deuxième, qui m'a mis sur ce chemin. Ce chemin d'avoir une attention à bien faire grandir nos enfants, mes enfants d'abord, et après c'est devenu une mission de vie. Et puis je suis ensuite un peu tombée dans la marmite de l'atelier philo pour enfants, parce que je trouve que c'est un outil qui est absolument formidable. On sort de l'exercice descendant qui est indispensable à l'école parce qu'ils ont besoin d'apprendre des choses. On ne met pas ça en question. Mais on est plutôt dans quelque chose d'horizontal. On installe un sujet, on les écoute, ils s'écoutent, ils apprennent à s'écouter entre eux, à être d'accord, pas d'accord, à argumenter, à expliquer pourquoi ils ont ces idées-là. Et ça nourrit du savoir-être, du respect, de l'écoute, de la tolérance, enfin voilà, tout ce dont les enfants ont besoin dans leur vie de tous les jours. Donc dans le cadre de ces ateliers, vous leur posez des questions philosophiques, j'imagine adaptées à leur âge. Vous commencez à quel âge? Exactement. En fait, on a pour chaque atelier un thème, D'accord. Une question universelle, le bonheur, la vérité, le mensonge, les émotions. Qu'est-ce que c'est? On part de définition, on essaie de définir le concept. Et puis, en fonction de ce qu'ils disent, en fait, je vais essayer de les pousser dans leur retranchement et de poser les questions pour toujours aller plus loin dans leur réflexion. Donc ça, c'est le point de départ des enfants sages, parce qu'évidemment, c'est un petit clin d'œil, les enfants sages. On n'est pas du tout sur un enfant obéissant, mais on parle de la sagesse du philosophe, bien sûr. Bravo, c'est un sacré jeu de mots. Alors d'ailleurs, on parle beaucoup, et vous parlez souvent d'ailleurs de savoir-être. C'est une notion dans laquelle on peut mettre plein de choses, qui est parfois difficile à définir. Alors vous qui avez l'habitude de définir justement les concepts avec les enfants, comment on peut définir concrètement le savoir-être chez l'enfant? En tout cas, celui que vous voulez leur transmettre. C'est tout ce qui va être ce qu'on n'apprend pas dans un programme scolaire. Ce n'est pas une compétence mathématique ou de français ou d'histoire. Enfin voilà, mais peut-être que des professeurs vont tiquer parce qu'il y a du savoir-être dans les programmes, dans l'instruction morale et civique. Donc je ne vais pas non plus complètement découdre ça. Mais ça va être apprendre à se respecter, à s'écouter, à être empathique. Parce que quand on écoute l'idée de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile, on apprend l'empathie, on fait un pas vers l'autre, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais on essaie de comprendre pourquoi il pense ça. Et je trouve que c'est assez riche de l'apprendre dès le plus jeune âge, parce que c'est une compétence qui nous aide dans la vie future. Bah oui, évidemment. Effectivement. Mais alors concrètement, comment ça se déroule un atelier chez les enfants sages? Alors, un atelier, quand c'est un atelier philo dans les écoles, il commence par quelques petites minutes de pratique de l'attention pour recentrer les enfants, pour qu'ils oublient la cour de récréation, enfin tout ce qui s'est passé avant. D'accord. Voilà, pour les mettre dans l'atelier. Et ensuite, on démarre, ce que j'ai dit tout à l'heure, un sujet, une question, et c'est parti. Et j'aime bien finir par un petit temps de réflexion personnelle, un temps où ils écrivent, ils passent par l'écriture pour fixer les idées, ce qui les a marqués dans l'atelier. Et comme ça, ils repartent avec quelque chose. Sachant qu'on comprend, en tout cas sur votre site internet et dans les différents supports que vous mettez à disposition du public, il y a ce sens du jeu
aussi, qui est très important. Bien sûr, oui, tout à fait. Ça, c'est ce que j'ai développé dans les programmes que j'ai créés, les programmes thématiques qui répondent à des problématiques que les enfants rencontrent à l'école. L'école, pour moi, c'est les premières expériences relationnelles, en tout cas celles dont ils vont se souvenir, et qui marquent plus ou moins positivement. Ils vont vivre ces expériences relationnelles avec des intensités différentes. J'ai identifié, moi, 4 sujets majeurs, en fait, sur lesquels je peux les aider quand il y a des difficultés. Il va y avoir mieux vivre avec ses émotions, les apprivoiser. Construire des amitiés solides, parce que ça, c'est important pour la vie. Voilà, exactement. Trouver sa place, et apprendre à s'exprimer et à trouver sa place dans un groupe, sans s'imposer, finalement, trouver le bon équilibre. Et puis le dernier programme, c'est se protéger, se défendre dans la cour de récréation. Parce qu'il y en a qui savent faire, il y en a pour qui c'est inné, et il y en a qui ont besoin d'être outillés. Voilà, donc pour moi, c'est un sujet, j'ai scindé en 4 sujets, mais c'est un vrai grand sujet sur les habiletés sociales et pour les outiller, leur donner des trucs et astuces, en fait, pour qu'ils soient relationnellement parlant, voilà, plus à l'aise. Qu'ils soient à l'aise, effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas toujours facile, en plus, à cet âge-là. Vous commencez à partir de quel âge? C'est quoi votre tranche? Alors, je me suis vraiment spécialisée sur les 7-11 ans. Donc, 7 ans, ils ont l'écriture avec eux, parce qu'on joue beaucoup, mais on écrit aussi. En fait, j'alterne et je rythme avec le jeu, des jeux de société ou des petites activités que je vais créer moi-même pour les faire réfléchir sur ces notions-là. Et j'alterne avec des réflexions plus personnelles, des temps d'échange, des discussions. Enfin, voilà, tout ça, c'est très rythmé pour que, en fait, ils repartent avec quelque chose de léger, parce qu'on parle de quelque chose d'important. Bien sûr. Mais en fait, ils vont l'aborder de manière légère, ensemble, et en jouant. En jouant. Du côté des parents, quelles sont leurs principales attentes ou inquiétudes quand ils vous confient leur enfant? Est-ce que c'est des enfants qui sont majoritairement qui ont des sujets peut-être de harcèlement à l'école, ou est-ce que c'est juste une manière de voir l'éducation que vous avez et qui les convainc? Alors, il y a un peu de tout, parce qu'il va y avoir des parents qui rencontrent une problématique particulière avec leur enfant à un instant T. Et donc, voilà, en ce moment, les amitiés, c'est compliqué. Apprendre à un enfant à dire non, et qu'ils comprennent que ce n'est pas... on est quand même amis avec une personne, même si on dit non, même si on ne joue plus avec lui. Enfin, voilà, ça, c'est des petites choses très concrètes que les parents rencontrent avec leurs enfants. Et ça peut devenir des gros sujets pour les enfants. Donc, ça peut être voilà, une aide ponctuelle. Et puis après, en effet, c'est une philosophie dans l'éducation et dans l'approche que certains parents vont avoir et à qui ça va parler. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Alors, j'anime plus de 150 ateliers par an. C'est quand même un sacré paquet. Oui. Oui, voilà. Je suis passionnée, je refuse rien. Donc, je dirais que, parce que j'ai des programmes avec des ateliers récurrents, donc je rencontre les enfants plusieurs fois. Je touche 300 enfants par an, du coup, je pense à peu près. Sympa. Alors, si vous rencontriez la ministre de l'Éducation aujourd'hui, ou si vous aviez vous-même les clés de l'Éducation nationale, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que j'imagine que vous diriez, bien sûr, je mets les enfants sages dans toutes les écoles. Exactement. Mais au-delà de ça, est-ce que vous aimeriez peut-être travailler avec le ministère ou un autre acteur sur l'instauration ou l'appui, en tout cas, de ces soft skills et du travail sur les émotions et de la philosophie auprès des enfants? Évidemment, il y en a déjà qui le font, qui travaillent et qui œuvrent auprès du ministère là-dessus. Donc oui, je trouve que en fait, dans les écoles, en fait, ces ateliers-là, enfin en tout cas moi je le vois quand je suis dans les écoles, c'est un temps différent. C'est un temps où les maîtresses voient leurs enfants différemment. En fait, c'est vraiment extraordinaire. Souvent, c'est les enfants qui sont plus scolaires vont avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans l'exercice parce que c'est plus créatif, ça vient d'eux en fait, les idées viennent d'eux. Ceux qui le sont moins, eux, vont comprendre la liberté qu'ils ont et ils vont se lancer dans l'exercice avec beaucoup plus de facilité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de voir que les maîtresses découvrent leurs élèves sous un nouveau regard, sous un nouvel angle. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à l'éducation nationale, c'est des plus petits groupes, des réflexions sur des questions universelles, mais ça,
on sème des graines. Enfin, franchement, c'est ma conviction profonde. Eh ben, on va continuer justement à parler de votre conviction et puis de tout ce que vous faites aussi, des soft skills et puis du travail sur les émotions, parce que là aussi c'est important. Un gros sujet pour les élèves et notamment les plus petits. On va continuer à en parler ensemble. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. C'est le meilleur d'Internet, vous savez, c'est des images, des vidéos, ça s'appelle le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Amélie Chaban, la fondatrice des Enfants Sages, justement. Amélie, on reprend nos échanges tout de suite. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Avec vous, Amélie, on a parlé donc en première partie de ce que vous faisiez avec cette entreprise, les Enfants Sages, avec laquelle vous intervenez notamment dans les écoles, mais aussi auprès des enfants, des jeunes entre 7 et 11 ans. Alors, on a parlé aussi des différents sujets que vous abordez avec ces enfants, les émotions, l'amitié. Il y a plein de choses, en fait, quand on est enfant, effectivement, et ça peut faire un peu beaucoup. Aussi, notamment la gestion des émotions qui vivent à cet âge-là, des émotions parfois très intenses, entre parfois la pression de l'école, et puis celle de la maison, et puis les amitiés, etc. On n'a pas toujours, entre 7 et 11 ans, les mots pour exprimer ces émotions. Est-ce que vous constatez aujourd'hui auprès de ces jeunes qu'effectivement les émotions, ça reste encore un sujet qui n'est pas peut-être assez abordé à l'école? Est-ce que c'est le rôle de l'école de le faire ou pas? Vous allez me le dire, mais en tout cas, mettre des mots sur des émotions, pour vous, vous avez dit que c'était une priorité aujourd'hui pour ces petits. Oui, alors en fait, ils en parlent beaucoup à l'école. Maintenant, c'est quand même des sujets qui sont pris en main. Donc, ils les connaissent, les émotions. Mais le tout, c'est de les apprivoiser, en fait, et c'est de vivre avec. Une émotion, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose d'horrible, c'est pas méchant, ça n'a rien de tout ça. Ouais. C'est un message, c'est notre corps qui nous dit quelque chose. Et en fait, si on se dit, j'ai peur, mais qu'est-ce que ça dit? Il faut que je me protège, il faut que je fuis, il faut que je réagisse en fonction de ça. Et en fait, ce qui est important aujourd'hui pour nos jeunes, c'est d'apprendre à décrypter le message simplement, en fait, sans en faire... Évidemment, quand on est assailli, il faut faire retomber l'intensité des choses et on peut reprendre les choses à froid, etc. Mais pour moi, c'est ça le plus important, en fait. Comment on fait alors? Comment on fait alors quand on est parent? C'est pas toujours simple parce qu'il faut avoir du temps. C'est ça. Il faut de la écouter, patience, souvent de la patience. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut d'abord écouter et accueillir l'émotion de son enfant, en fait, parce que l'intensité, elle va augmenter dans la frustration de ne pas être entendue. De mon point de vue, c'est ça, en fait. Et quand l'enfant est entendu, du coup, il lui arrive quelque chose, ça existe, c'est normal. Il faut l'aider à comprendre ce qu'il est en train de vivre quand l'intensité est forte, l'aider à poser des mots sur ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On peut lui demander, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans ton corps. Il faudrait plutôt laisser venir la parole. S'il n'y a rien qui vient, on peut suggérer des choses en réajustant en fonction de ce que l'enfant va dire. Mais voilà, c'est prendre le temps d'écouter ce qui se passe chez nos enfants. Écouter, apprendre à apprivoiser ces émissions sans jugement, c'est parfois aussi... Exactement. Et puis sans poser notre expérience, nos conseils, tout ça, parce que... Pas facile, hein? Non, pas facile. Pour un parent, effectivement. Ça se travaille. Ça se travaille, justement. Vous les y aidez. L'affirmation de soi, c'est aussi au cœur de l'un de vos ateliers. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre, je me posais la question quand je regardais un petit peu ce que vous faisiez, apprendre à s'affirmer comme on apprendrait une compétence scolaire, par exemple? Je pense que c'est comme la confiance, ça s'expérimente. En fait, la confiance, ça n'arrive pas comme ça. Il n'y a pas d'un côté les gens qui ont confiance et de l'autre côté les gens qui n'ont pas confiance. C'est les événements de la vie qui vont nous permettre d'engranger un peu plus de confiance. Et en fait, l'affirmation de soi, pour moi, c'est la même chose. On n'ose pas dire ce qu'on pense. Un jour, on va le dire doucement, et puis le lendemain, on le dira un peu plus. Voilà, c'est un chemin, en fait. Et donc, dans cette affirmation de soi, il y a ceux qui n'osent pas et qui disent rien et qui préfèrent s'effacer, et il y a ceux qui en font trop. Donc voilà, c'est un curseur à trouver. Ça dépend de la personnalité des enfants, en fait. Tout à fait. Et donc, avec l'expérience, ils grandissent comme ça, ils se réajustent. Il y a des enfants qui ont besoin d'être aidés à s'ajuster. Voilà, c'est ça. Dans les deux côtés, effectivement, parce que j'allais vous dire comment vous aidez les enfants timides, par exemple, à oser s'exprimer en classe. Et d'un autre côté, il y a aussi les enfants qui ne sont pas du tout timides et qui peuvent parfois prendre trop de place dans une salle de classe. En fait, c'est l'avantage de ces ateliers qui sont en petits groupes, parce que du coup, on est vraiment dans un environnement hyper sécure. Ouais. Comme on joue beaucoup, il y a de l'amusement. Et donc, du coup, il y a une confiance qui s'installe. Et en fait, l'enfant timide... il va s'ouvrir progressivement, et je le vois, et c'est ça qui est juste dingue dans ce que je fais. Et l'enfant qui ne l'est pas, il va apprendre à écouter l'autre, en fait. C'est
c'est de l'expérience relationnelle en fait. Oui, peut-être aussi par des cours de théâtre. Je ne sais pas comment vous travaillez le sujet de la confiance en soi. Mais... Bien sûr, alors moi je le pratique pas dans mes ateliers, mais en effet, ce sont des solutions qui existent et qui sont super pour d'ailleurs autant les enfants qui sont plus introvertis que les extravertis, parce qu'il faut canaliser cette énergie. L'amitié chez les enfants, c'est à la fois magique, parfois aussi très cruel, notamment à cet âge-là. Là aussi, comment on peut construire des relations un peu plus stables et plus bienveillantes pour ces enfants, à l'heure où on parle beaucoup de harcèlement, de cyberharcèlement, même entre 7 et 11 ans. Alors moi, j'aime bien travailler, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ces thème universel, parce que je parle de gentillesse, je parle de méchanceté, on essaie de décortiquer ce que c'est, on parle de respect, parce que tout ça c'est un écosystème, tous les sujets sont liés en fait. Et dans l'amitié, il y a du respect, il y a de l'affirmation de soi, parce qu'il faut que ce soit équilibré. Donc, si on ne sait pas dire non dans une relation d'amitié, ça ne va pas non plus. Donc, il y a tous ces sujets-là, en fait, qu'il faut aborder en fonction de comment ça vient dans la vie du jeune. Bien sûr. Apprendre à se défendre, l'amitié, bien sûr aussi, les émotions, des sujets absolument essentiel. On en a parlé depuis le début de l'émission. On parlait aussi en première partie, je voudrais qu'on y revienne si vous voulez bien, sur le rôle de l'école dans l'apprentissage des soft skills et du savoir-être. On en parle de plus en plus d'ailleurs. Nombreux sont les acteurs qui viennent à votre place sur ce plateau nous parler de l'importance de ces compétences douces, compétences du 21e siècle. Toujours est-il que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les faits, le savoir, vous en parliez d'ailleurs très justement, est plutôt descendant entre un enseignant et un enfant, sans vraiment de collaboration ou en tout cas d'horizontalité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, chacun d'entre nous, parents, enfants, frères et sœurs, enseignants aussi, pour justement favoriser l'exploitation de ces soft skills auprès des enfants, au-delà de les inscrire dans vos cours, bien sûr. Alors vous avez raison en citant tous les acteurs, parce que je pense que ce qui est important, c'est l'environnement et l'écosystème global, parce qu'il n'y a pas ce qui se passe au sein de la famille, ce qu'il y a à l'école. En fait, il faut désiloter un peu tout ça. Et je pense que même à l'école, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. En tout cas, il y a des intentions. Ce qui est difficile à l'école, c'est que les groupes sont énormes. Les classes sont grandes, en fait. Et je pense que c'est ça qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Parce que toutes ces maîtresses, ces maîtres, quand ils ont cette appétence-là, ils essayent de le faire, mais enfin voilà, ils ont déjà un programme, ils ont plein de choses. Enfin, la barque est déjà bien lourde, quoi, on peut dire. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Donc, ils font aussi comme ils peuvent. En fait, il faudrait avoir plus de temps, peut-être, pour pouvoir traiter de ces sujets-là. Et moi, je suis sûre que de le faire en plus petits groupes, c'est plus facile. C'est la clé. Vous dites par ailleurs que la cour de récréation, c'est la vraie première, je vous cite, école de la vie sociale pour les enfants. On pense au petit Nicolas, notamment dans les références littéraires qu'on peut avoir, nous les plus grands. Qu'est-ce que vous observez, vous, dans leurs interactions? Comment ça influence leur construction personnelle, cette cour de récréation? Tout, c'est la base de tout, en fait. Quel est votre souvenir d'école, en fait? C'est ça, en fait. On est très, très marqués par nos années école. Tous, individuellement. Donc, en fait, c'est l'école de la vie. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le savoir ou les activités comme les vôtres, pourrait même se transporter au-delà d'une salle de classe, en dehors et notamment dans la cour de récréation, par des activités, par des jeux. Est-ce que vous y avez peut-être déjà réfléchi? Alors, c'est une belle ouverture, en effet, parce que ça pourrait se faire. De toute façon, tout peut se démultiplier. Enfin, voilà, moi, ce que j'aime dans ce que je fais aussi, c'est que c'est très créatif. Il faut savoir se réinventer toujours. Donc, en effet, ça pourrait très bien se faire. L'école dehors, ça existe, ça se développe. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est vraiment... je suis fondatrice des Enfants Sages, mais je sème des graines, c'est ça mon métier, en fait. Voilà, et donc, voilà, ça peut se faire de plein de manières différentes, de plein de formes différentes. Moi, j'ai choisi celle-là. Et après, tous les autres acteurs vont y arriver avec d'autres outils et une autre sensibilité, très certainement. Est-ce que vous formez les enseignants à votre pédagogie? Non. Parce que là aussi, ça pourrait être des graines qui peuvent être semées pour qu'ensuite ça se diffuse
auprès des C'est vrai, des écoles. si les journées faisaient 48 heures, j'y arriverais peut-être. Aïe, aïe, aïe. Non, il faut dormir quand même, Amélie. Il faut dormir. Bon, ça s'appelle Les Enfants Sages. Vous pouvez les retrouver donc en région parisienne, hein, bien sûr, et sur Internet, sur votre site Internet. Merci beaucoup, en tout cas, Amélie, d'être venue parmi nous aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain, 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très belle journée. Ciao.